Alors Sébastien Joannol, vous êtes un analyste reconnu, un analyste politique reconnu, et on aimerait connaître votre analyse de la crise des Gilets jaunes. Alors très bonne question, je vous remercie d'ailleurs de me l'avoir posée. Donc mon analyse de la crise des Gilets jaunes. Alors, ce qu'il faut comprendre, en France, il y a eu deux mouvements ces dernières années qui mènent un peu à cette crise. Euh, le premier mouvement, qui est connu, c'est la désindustrialisation, c'est-à-dire qu'on perd beaucoup d'emplois industriels. Euh, il y a beaucoup du coup de personnes exclues de l'emploi. Il reste quand même des emplois, bon, essentiellement dans le tertiaire, euh, pour des personnes soit qui ne produisent pas directement des biens matériels qu'on consomme, ou bien pour des personnes qui sont dans le commerce. Il y a aussi toujours beaucoup de personnes dans le commerce qui sont employées à vendre des produits qui sont vendus ailleurs. Donc, premier phénomène, la désindustrialisation, euh, qui est coupé un deuxième phénomène qui est important et dont on n'a pas beaucoup parlé dans la crise des Gilets jaunes. C'est l'augmentation très importante du prix de l'immobilier, qui régulièrement augmente de genre 10% par an, ou euh, des pourcentages importants en tout cas, chaque année depuis une bonne vingtaine d'années, hein, depuis le milieu des années 90, milieu à la fin des années 90. Et tout ça s'est couplé à une situation où les salaires, par contre, les revenus des personnes montent peu. Et donc, ça conduit au final un partage de la population entre des gens qui restent riches parce qu'ils ont un patrimoine immobilier et qui peuvent faire fructifier, pardon, euh, donc qui ont des maisons qui peuvent louer, etc. Et donc, ils sont du côté des riches. Et des gens qui, par contre, n'ont pas de patrimoine immobilier, qui ont seulement leur logement à eux où ils peuvent habiter ou qui louent un logement. Et qui, eux, subissent ce découplage entre faible augmentation de revenus et par contre forte augmentation de l'immobilier. Donc, qui explique notamment que beaucoup de personnes, d'abord des classes populaires et ensuite des classes moyennes, se retrouvent en périphérie, donc éloignées des centres-villes, et elles doivent pouvoir travailler, utiliser leur voiture généralement, donc elles peuvent utiliser les transports en commun si elles sont dans des grandes agglomérations, mais quand elles sont en périphérie d'une petite ou moyenne agglomération, elles sont obligées d'utiliser la voiture pour pouvoir aller travailler, puisqu'elles n'ont souvent pas les moyens d'habiter en centre-ville ou une habitation relativement près du centre-ville. Donc pour pouvoir travailler, elles doivent souvent utiliser leur voiture, faire beaucoup de kilomètres, etc. Donc ça s'est rendu possible quand même parce qu'il y a un deal avec le pouvoir public qui dit on va faciliter le fait que vous ayez un travail éloigné de votre domicile. C'est fait notamment par des avantages au niveau des impôts, le fait que comment ça s'appelle les frais réels au niveau des impôts. Enfin, des mécanismes des mécanismes notamment fiscaux qui font que le fait de travailler loin de votre domicile ne vous coûte pas trop cher. Mais bon, les personnes qui sont dans cette situation ont quand même des frais importants au niveau de l'essence.
Donc c'est ce qui explique au départ cette crise des Gilets jaunes, c'est que la situation, on a beaucoup de personnes dans cette situation qui travaillent mais pour des revenus pas très élevés, qui voient leurs revenus peu augmenter, et qui ont une grande partie de leur budget qui est pris par l'immobilier, qui doivent en plus utiliser leur voiture pour pouvoir travailler, dont la situation est très tendue au niveau du prix du carburant. Et c'est ce qui explique qu'au début de cette crise des Gilets jaunes, il y a une augmentation pourtant très faible, hein, de quelques centimes du prix du carburant, qui n'a pas été acceptée avec l'argument qui dit qu'une très grande partie euh, du prix du carburant part en taxe pour l'État. Euh, donc c'est un prix trop cher par rapport à ce qu'il devrait être. Et donc c'est cette petite augmentation du prix du carburant qui a mis le feu aux poudres et qui a causé le démarrage de cette crise des Gilets jaunes en novembre 2018. Alors moi, pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal à ce mouvement au départ. Bon, je n'étais pas trop pour. J'ai du mal à entrer là-dedans parce que j'ai d'abord au départ avant tout une conscience écologique. Euh, je me dis que cette augmentation du prix du carburant, hein, c'est un mouvement qui est inéluctable, qui va dans le sens de l'histoire, et qu'à terme, le carburant ne peut qu'augmenter, parce que c'est basé sur une énergie fossile, le pétrole, qui va de plus en plus se raréfier. Et on a finalement un prix du pétrole, du carburant, qui est très peu cher, à mon avis, par rapport à ce qu'on va connaître dans les prochaines années. Donc c'est un peu ridicule. C'était un peu ridicule pour moi de tout mettre sans dessus-dessous pour 5-10 centimes d'augmentation du prix du carburant, alors que le prix du carburant va augmenter beaucoup plus, à mon avis, dans les prochaines années. Donc j'ai eu beaucoup de mal au départ avec ce mouvement des Gilets jaunes, notamment dans les premières semaines. J'ai un peu pris le train en marche après début 2019, donc quand j'ai vu que les revendications évoluaient, notamment, notamment avec des thématiques sur plus de démocratie, le fait que les Gilets jaunes réclamaient des référendums citoyens, d'initiatives populaires, j'ai plus le terme exact en tête. Là, je reconnais qu'effectivement, c'était une revendication intéressante. Mais bon, vous voyez bien que ce mouvement trouvait ses limites dans le fait qu'ils ne voulaient pas désigner de leader. Ils étaient très méfiants par rapport au fait de désigner des leaders, des porte-paroles. Il y avait toujours cette méfiance cette méfiance en fait contre la représentation, dans le fait qu'ils risquaient d'être trahis par des leaders, des porte-paroles s'ils ont désigné. Ça, ça pouvait se comprendre au départ, mais bon, en fait après, ça a créé un essoufflement du mouvement. Il y avait des personnes qui disaient clairement quelles étaient les revendications des Gilets jaunes. Donc on est finalement arrivé à une situation d'essoufflement qui était inéluctable, qui arrivait, qui arrivait chaque fois de samedi en samedi. Euh, on sentait bien qu'au final, le mouvement ne pouvait que s'essouffler, pas déboucher sur grand-chose.
Bon, il y a eu, bon, ils ont obtenu quelques petits trucs au départ. Novembre, début décembre, hein, Macron qui a fait quelques concessions sur le plan financier, mais bon, c'est de petites choses, hein. Pour ma part, je n'ai absolument pas vu la couleur. Il n'y a eu aucune conséquence pour moi. Euh, donc, il y a eu un refus chez Macron d'augmenter les salaires, d'augmenter le SMIC. Bon, c'était à mon avis ce qu'il fallait faire, hein. Euh, C'était la vraie façon de calmer une colère basée surtout sur le pouvoir d'achat. Bon, il n'a pas voulu le faire, il a pris quelques mesurettes qui n'ont pas calmé les esprits, qui fait que le mouvement, tout en s'essoufflant, a quand même continué pendant plusieurs mois. Bon, avec de moins en moins d'adhésion. Il y a eu énormément de monde au départ, mais toujours un petit peu moins pour finalement très, très peu de monde à la fin. Euh, mais quand même, ce mouvement dans la durée qui donne l'impression d'une opposition durable, quoi, au pouvoir macronien. Euh, donc, ce qu'on voit dans ces mesures de Macron, c'est qu'en fait, ça, ça montre qu'il a en fait peu de pouvoir et il se donne peu de. Son idéologie, donc le fait qu'il ne puisse pas ou ne veuille pas absolument pas augmenter les salaires, donc il a en fait très peu de pouvoir, très peu de marge de manœuvre. Donc il est obligé de faire quelques mesurettes, donner un peu de pouvoir d'achat d'un côté, mais c'est des choses c'est des choses qui seront prises d'une certaine façon sur notre argent à nous, donc ce qu'on va donner un peu d'un côté, on va le reprendre de l'autre. C'est c'est quand même des mesures qui, bon, à court terme, ont soutenu un peu le pouvoir d'achat, bon, ce qui fait que on a quand même une croissance qui, sans être très élevée, c'est quand même un peu maintenu pendant l'année 2019. Je dirais grâce aux Gilets jaunes, car s'il n'y a pas eu cette crise des Gilets jaunes, et pas donc les mesures de Macron, je crois que la croissance, les- la croissance aurait encore été plus faible et l'état de pouvoir d'achat encore moins bon. Donc une crise des Gilets jaunes au final pour pas grand-chose, mais qui montre un mécontentement qui est toujours là, qui peut ressurgir, qui montre aussi dans les limites du pouvoir macronien, de ce qu'il peut faire. Ça reste, euh, ça reste limité, à la fois par son pouvoir qui est limité par le fait qu'on est inséré dans l'Union européenne, qu'on a peu de marge de manœuvre, et aussi par son idéologie libérale, ou néolibérale plutôt. Donc, bon, il y a ça, donc mécontentement toujours là, faible marge de manœuvre du pouvoir, et donc une impression d'insatisfaction d'un peu tout le monde au final. Voilà, donc je vais m'arrêter. Vidéo assez longue, mais je ne sais pas si je vais pouvoir la publier du coup.